Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Gand-Wevelgem. Wevelgem, du côté de la Belgique, du côté de la Flandre, classique très compliqué, surtout cette année avec des conditions climatiques très difficiles. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Top et flop, je pense que la vidéo sera pas extrêmement longue parce que j'ai pas non plus 150 trucs à dire. Peut-être contrairement au futur Paris-Roubaix ou au prochain Tour des Flandres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez mettre également toutes les notifications. Si vous avez envie de soutenir la chaîne et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super 5 et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également, quand vous vous abonnez à la chaîne, aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, et également TikTok, il y a du contenu sur TikTok. N'hésitez pas également à vous abonner sur le réseau social chinois. Interdit des fonctionnaires en France. Du côté de Gand-Wevelgem, conditions climatiques atroces, ça a rendu la course très difficile, et ce qui a permis à la course de se décanter de loin. La pluie a cet effet de casser le suspense sur les courses pavées, et surtout quand il pleut et qu'il fait pas très chaud, parce qu'aujourd'hui les conditions climatiques, il pleuvait énormément, même un peu plus que ce qui a été prévu par la chaîne météo hier, mais en plus les conditions climatiques étaient très très fraîches, c'est-à-dire que le ressenti était vraiment pas bon. Je pense qu'on n'était pas loin de 2-3 degrés en termes de ressenti, donc on peut dire qu'ils se sont caillés sur le vélo. Et forcément, ça permet de faire des différences. Et puis, comme il y avait le vent de côté, ça a cassé en première partie de course, ce qui est assez rare. Il y a eu une tentative de coup de bordure sur la première moitié de course. Et puis, oui, une course qui a été nerveuse à certains moments, mais ce qui s'est quand même décanté très vite. Hein. Dès le premier passage au Mont-Kemmel, on a 17-9 mecs qui sortent. Ensuite, le deuxième passage au Mont-Kemmel, c'est simple. Il n'y en a que deux qui sortent, c'est les deux vainqueurs à l'arrivée. Et puis à la fin, oui, on va dire que la situation s'est décantée vite pour la victoire. On a vu également l'intérêt des deux chemins de terre, encore une fois, à 70 km de l'arrivée, notamment le chemin 23, le Hill, je ne sais plus comment il s'appelle, Hill 23, je ne sais plus le chemin. Et qui vraiment permet de faire des écarts et de fatiguer les coureurs avant le deuxième passage du Mont Kemmel. Mais c'est vrai que la pluie, quand je dis que la pluie casse le suspense, c'est que dans ces conditions-là, ça se fait à la pédale. Hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie. La stratégie, elle disparaît très vite. Ceux qui sont forts, ils sont à l'avant. Ceux qui n'ont pas les bonnes jambes, ils abandonnent et ils disparaissent. Et c'est là où on a vu la différence sur cette étape, parce qu'ils ont fait la différence et les deux qui étaient les plus forts, ils ont fait la différence très vite. En fait, ils n'ont pas eu non plus. Je suis pas sûr que Van Aert ait eu à forcer tant son talent que ça pour faire la différence, parce qu'encore une fois, derrière, avec la pluie, ça a vraiment rendu la course très difficile et ça a décanté la course très vite. Peut-être que si on avait eu une course sur le sec, j'aurais un peu plus de choses à dire ce soir. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On passe à Christophe Laporte du côté des coureurs au top. Christophe Laporte, vainqueur du jour. Alors, ça s'est joué, je dirais pas à Shifumi, mais ça s'est joué un peu à... Van Aert, il sait aussi qu'il aura peut-être besoin de Laporte sur le Tour des Flandres. Que je pense que Van Aert a quand même senti qu'il avait des très bonnes jambes et que le décalage de pic de forme a l'air de plutôt bien marcher pour lui, pour être un peu plus tard en forme. Et du côté de Christophe Laporte, il faut maintenir ses équipiers performants. Christophe Laporte, en plus, il avait déjà fait il avait déjà fait 4e du GPE3, de Gand, pardon, pas du GPE3. Et je pense que, chez Jumbo, ils se sont dit, avec Van Aert, voilà, ça peut être bien de le laisser gagner, en fait, Christophe Laporte, parce que déjà comme ça, quand tu auras besoin de lui en tant qu'équipier, il sera plus concerné par les courses sur d'autres objectifs. Et puis Van Aert, il en a déjà 2 en plus. Donc ça aurait pu faire une 3e. C'est vrai qu'il peut faire peut-être le tri. Il rate peut-être le fait de pouvoir faire le triplé historique qu'avait fait Boonen avec E3, Gand et Tour des Flandres.
Mais je pense que du côté de Van Aert, c'était important aussi de partager ça avec son équipier. C'est quand même deux mecs qui s'entendent très bien, hein, Laporte et Van Aert, depuis l'arrivée de Christophe chez Jumbo. On avait même dit que c'était un peu Van Aert qui avait demandé à avoir Laporte dans l'équipe pour renforcer. C'est un peu lui qui avait ciblé certains coureurs et on avait suivi un petit peu ce qu'il avait demandé. Et du côté de Christophe Laporte, bah, 4e vainqueur français de cette épreuve. Et surtout ça confirme ses prédispositions sur ces courses-là, mais qui datent pas de la période Jumbo, qui était déjà là chez Cofidis. Le problème, c'est que chez Cofidis, bah, on le faisait pas courir correctement, et puis des fois on le cantonnait à un certain rôle, on le cantonnait à un rôle d'équipier alors qu'il pouvait être leader. J'ai toujours dit, Laporte, et je l'avais dit à la présentation de la Cofidis, je crois 2020, 2021, j'ai vu la présentation de la Cofidis, je lui avais dit, une fois qu'on va lui donner les clés du camion, cette 2000, je sais plus quelle année on a fait la première fois les présentations sur la chaîne d'équipe cycliste, c'est la première fois, et là je dis, Christophe Laporte, je me souviens bien, il dit que si on lui donne les clés du camion, il peut faire des belles choses. Parce que à Cofidis, quand on lui a donné les clés du camion, ça fait une 2e place derrière Arnaud Démare sur un sprint lors du Tour de France. Ça avait fait quand même des bons résultats. Ça avait fait 4e à Gand, voilà, ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'on lui donnait pas assez les clés du camion. Et chez Jumbo, on lui fait beaucoup plus confiance. C'est pas un co-leader, mais c'est le mec qui est juste en dessous de Wout van Aert. Voilà, c'est le mec qui est juste en dessous, dans la hiérarchie sur les pavés. Et un Christophe Laporte qui avait déjà beaucoup de talent, bah, quand on lui donne un statut important dans l'équipe, forcément c'est plus facile. Alors après, bien entendu, Van Aert était plus fort aujourd'hui, on est d'accord, dans le Mont Kemmel sur le 2e passage, et sur le 3e passage surtout, il fait très mal à Laporte. Mais s'il n'y avait pas eu Laporte, est-ce qu'il aurait gardé sa minute d'avance sur les 35 km de plat? Pas forcément non plus. Ouais, ça s'équilibre un petit peu sur cette victoire entre Laporte et Van Aert. Mais la Jumbo aujourd'hui était plus forte. On a vu également du Van Hooijdonk. On a vu... Enfin voilà, l'équipe a été vraiment très costaud et on a retrouvé un petit peu... Alors je dirais pas quand même la quick step des grandes années, parce que la quick step des grandes années, pour moi il y avait un seul coureur qui était équipier, tous les autres étaient leaders. Mais bon, on est quand même sur un très gros niveau d'équipe, quoi. Mais on est quand même sur un niveau d'équipe qui est assez formidable du côté de la Jumbo cette année. Et en même temps, ils ont réussi à être performants sur les classiques pavés sans le faire au détriment des courses par étapes. Prends ça dans ta gueule, Soudal Quick-Step, mais c'est vrai qu'ils sont devenus bons. C'était pas forcément là où ils étaient le meilleur. Alors, la Rabobank avait eu des résultats sur ces courses-là, mais quand c'était devenu la Belkin, quand c'était devenu Blanco, Belkin, ces équipes-là, ils avaient un peu délaissé les classiques, il faut le dire, pour se concentrer sur les courses par étapes. Et quand donc Jumbo est arrivé à la suite de ces co-sponsors-là, ils avaient plus forcément de grands talents, du souvenir que j'ai sur les classiques, et ils ont reconstruit une équipe pour les classiques autour de Van Aert. Et ils ont construit un projet autour de Van Aert, mais sans délaisser les courses par étapes. On le voit avec Roglic sur le Tour de Catalogne ou avec Vingegaard. Donc ça, c'est fort de la part de cette formation. Je continue avec Seb Van Mark. Il a des très bonnes jambes depuis le début de saison, Seb Van Mark. Mais comme d'habitude, c'est pas un vainqueur, c'est pas un winner dans sa tête, Van Mark. Enfin là encore aujourd'hui, tu sais pas si c'est de la malchance, un mauvais placement ou un sens tactique déplorable. Mais il y a des moments, tu te dis, il a les jambes pour être avec, je pense, Van Aert. Et il finit 3e, il finit fort. Hein. Van Mark, il avait les jambes, je pense, pour faire une course peut-être beaucoup plus offensive, beaucoup plus à l'avant. Mais soit il est un peu trop attentiste, soit il est mal placé, soit il y a toujours un truc qui va pas. Et il y a toujours un truc qui fait que, malgré le fait qu'il ait des bonnes jambes, et cette année il a vraiment des très très bonnes jambes, ça fait au moins depuis 2-3 ans que j'avais pas vu Van Mark être aussi performant, parce que, alors je sais plus si c'était le Samin, je sais plus sur quelle course où je l'ai vu, je me suis dit à un moment il accélère comme ça à la tête, à l'avant de la course, et je me dis, ah, les jambes sont pas mal quand même. Mais c'est presque frustrant parce qu'avec Van Mark, c'est pas la première année où les jambes sont pas mal. Il y a même des années où il était peut-être le plus fort sur les courses flandriennes. Mais le problème de Van Mark, c'est déjà il a pas de pointe de vitesse, ça c'est un premier souci. Et ensuite, bah c'est pas un vainqueur, un winner quoi.
Donc souvent, il court pas très bien dans ce genre de situation. Alors là, aujourd'hui, il a bien couru, mais la victoire s'était déjà échappée. Alors dommage aussi, c'est que chez Israël, il n'y a pas 150 équipiers. Nizzolo, cette année, est pas fantastique sur les classiques pavés. Et puis, je sais plus qui d'autre il y a chez Israël. Mais ça manque un peu de densité sur ce type d'épreuve-là. Donc forcément, c'est difficile pour lui quand tu es un peu seul dans ta formation. Voilà, Rick Zabel, c'est pas fou. Van Asbrook, c'est pas suffisant. Renders, Hugo Hull, sur les pavés, c'est pas sa spécialité non plus. Donc c'est vrai que Van Mark est un peu seul. Peut-être qu'avec un peu plus d'aide, il pourrait être un peu plus performant. Mais c'est bien ce que fait Van Mark. Vraiment des très bonnes jambes en cette saison. Puis je termine avec Alexis Renard. Quand j'avais dit que je ferais plus rapide, je ferais plus rapide. Alexis Renard, belle semaine encore. Alexis, c'est un bon début de saison qui nous fait Alexis Renard. On l'avait vu sur le Donander. Ouais, il est plutôt bien présent. 9e également de la deuxième étape de Paris-Nice. Donc 7e aujourd'hui à Gand. Il va faire à travers la Flandre et le Tour des Flandres. Enfin voilà, il montre de très très belles choses. 23 ans, mais je rappelle qu'il a eu des petits soucis cardiaques dans sa première partie de carrière. Donc c'est bien, il progresse sur ce type de course. Là, 260 km, il faut avoir la caisse. En plus, aujourd'hui, avec le froid, c'était vraiment des conditions qui étaient très compliquées avec la difficulté. Et vraiment, il progresse d'année en année. C'est un peu comme un Kevin Geniet. Sur les premières années, c'était pas foufou parce qu'ils sont arrivés jeunes. Puis au fur et à mesure des années, c'est des mecs qui ont pris vraiment beaucoup d'expérience de la caisse et qui sont maintenant beaucoup plus forts et très performants. Et Alexis Renard en fait partie. Vraiment, il a progressé au fur et à mesure du temps. Et l'année dernière, c'était pas facile pour lui avec ses problèmes cardiaques, mais il avait fait quand même 7e du Tour de la Sarthe, 12e du Saudi Tour en début de saison. Et puis là, vraiment, ça a bien progressé au niveau des résultats. Voilà, il a corrigé ses petits soucis physiques et ça se passe très très bien, donc très satisfait de ce qu'il produit Alexis Renard depuis le début de saison. C'est vraiment bien ce que produit le français. On espère le revoir aux avant-postes sur d'autres classiques de début de saison. On passe tout de suite au bonnet d'âne. J'ai rarement été aussi rapide sur un débrief de course pavée, mais bon, encore une fois, ça s'est fait à la pédale, donc pas forcément beaucoup de choses à dire. Du côté des flops, je commence avec notre équipe préférée, Soudal Quick-Step. Alors là, je vais plutôt parler de Jakobsen. Je sais pas ce qui s'est passé avec Jakobsen. Tu peux quand même avoir des regrets quand tu vois qu'Olaf Koy fait 8 aujourd'hui. Tu peux avoir des regrets. Vraiment, il y a un moment où tu te dis, déjà physiquement, ils sont un ton en dessous de leurs adversaires. T'as des coureurs, je pense notamment à Kasper Asgreen. Alors aujourd'hui, il a pas mal roulé Kasper Asgreen, mais quand on transforme Kasper Asgreen en équipier, alors que normalement c'est ton leader sur ce type de course-là, c'est quand même pas très rassurant. Et donc, il y avait Jakobsen, Merlier. Aujourd'hui, ils avaient emmené les deux sprinters. Mais du côté de Jakobsen, je ne comprends pas comment on a pu le lancer dans une telle opération, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe devant, on l'a laissé forcer pendant 10-15 km, et ensuite il a complètement explosé, et il n'est jamais revenu sur le groupe de devant. Et ce qui fait qu'après derrière, Kasper Asgreen, pourquoi il disparaît également dans le final? Parce qu'il est obligé de rouler comme un dératé pour revenir sur le groupe de 19-20 coureurs, et heureusement ce groupe-là se relève un petit peu, pendant une pub sur la chaîne d'équipe. Mais sinon, la situation était finie pour la Soudal Quick-Step. Et on était à 70 bornes de l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, tiens, on va mettre Jakobsen à l'avant, mais sans équipier. Il va tenter de faire un saut de 20 secondes tout seul face à un groupe de 19, ce qui est impossible à réaliser. Surtout que devant, ça roulait quand même un petit peu. Donc je vois pas quel était l'intérêt, pourquoi on n'est pas resté soudé, ce qui fait pourquoi on n'a pas roulé dès le départ, pourquoi on n'a pas collaboré peut-être plus vite avec la Groupama pour éviter que l'écart augmente. Enfin voilà, déjà que physiquement ils sont en dessous, qu'ils ont plus forcément la star pour faire la différence sur les courses pavées, si en plus maintenant même la tactique est aux abonnés absentes, ou absentes, non absentes.
Genre absente. Ça commence à être craignos quand même pour cette équipe. Et encore une fois, comme je disais, la Jumbo-Visma, ils arrivent à être performants à la fois en montagne, à la fois sur la classique pavé. Alors après, malgré tout, le budget de la Jumbo-Visma, ça doit être 10-15 millions d'euros de plus que le budget de la Quick-Step. Mais si tu n'as pas le budget pour être performant sur ces deux types de courses, autant renforcer l'équipe autour de Remco Evenepoel, et puis délaisser complètement ces épreuves-là. Mais si tu ne veux pas délaisser ces épreuves-là, va falloir trouver des solutions, parce que Kasper Asgreen, il n'est pas dans son assiette, parce que après derrière, ton équipe, elle n'est pas suffisamment forte. Même pour un Gant Wevelgem, alors je te dis pas dans une semaine pour le Tour des Flandres, ça risque d'être très compliqué. Moi, je suis assez pessimiste sur la course qui est capable de faire la Soudal Quick-Step la semaine prochaine. Je poursuis avec mes petits flopounets, avec Kwiatkowski. Pourquoi je mets Kwiatkowski en flopounet? Il a abandonné aujourd'hui comme Philippe Ogana. Grosse chute pour Kwiatkowski et c'est pas de chance à 2-3 semaines du Tour de l'Amstel, qui est quand même toujours une course qui lui convient parfaitement bien. L'Amstel Gold Race, il a toujours eu des très très bons résultats sur cette épreuve. C'est pas très rassurant la chute, et c'est pas très rassurant également pour Ineos, parce que sur ces classiques cette année, pour l'instant, ça marche pas des masses, alors que l'année dernière, ils avaient eu des bons résultats. Alors je pense que l'année dernière, ils avaient un petit peu surperformé quand même sur les classiques. Il y a certaines classiques où, notamment Sheffield, même s'il était fort, les autres s'étaient un petit peu enterrés. Voilà, ils avaient profité, Ineos, parfois de certaines circonstances de course, mais ils avaient quand même été très forts. Malgré tout, de passer à 3 ou 4 victoires à pour le moment 0, à part les Strade Bianche, avec Pidcock. Mais c'est vrai qu'à part Pidcock et Goggenhardt dans ce début de saison, pour le moment chez Ineos, c'est le désert. Ça, c'est quand même très inquiétant. Parce que là, je parle des classiques, mais toute la semaine, ils ont été en flop sur le Tour de Catalogne. Et là, sur cette course-là, heureusement qu'il y a eu presque l'abandon de Ganna et Kwiatkowski pour voir le maillot. Parce que sinon, on n'aurait pas vu énormément le maillot de cette formation. Pour Kwiatkowski, vu la gravité de la chute, vu moi la photo que j'ai vue de la chute, je suis pas très rassuré pour l'Amstel. Et s'ils n'ont pas Kwiatkowski pour l'Amstel, il va falloir miser sur Pidcock, sauf que Pidcock, il a eu un trauma crânien, donc quel sera l'état physique de Pidcock sur ces courses-là, c'est pas assuré, donc au moins avec Kwiatkowski, t'avais presque une assurance tout risque, c'est pas le cas, vu qu'il est tombé, alors on va voir s'il va récupérer rapidement et s'il pourra participer déjà à l'Amstel Gold Race, mais même s'il peut participer à l'Amstel Gold Race, physiquement, là, je pense que pendant au moins 4-5 jours minimum, il ne peut pas s'entraîner. Donc, c'est-à-dire qu'à 2 semaines de cet objectif-là, c'est un petit peu problématique pour 2-3 semaines, plutôt 3 semaines de cet objectif-là, c'est un petit peu problématique. Donc, j'espère que c'est pas trop grave pour Kwiatkowski. Mais bon, c'est pas l'idéal chez Ineos. Et puis, encore une fois, pas de top 10 aujourd'hui pour Ineos. C'est pas dans l'habitude de cette équipe. De pas avoir des si grands résultats que ça en début de saison. C'est vrai que depuis le début de saison, encore une fois, Pidcock, Goggenhardt. Après, le reste, c'est quand même un petit peu trop timide du côté de cette formation, et j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour obtenir de meilleurs résultats. Et puis, je termine avec un dernier coureur. J'ai perdu mon icône souris. Avec Anthony Turgis. Là, il l'a bien dit en interview d'après-course à la chaîne L'Équipe. Ça a été l'un des premiers coureurs interviewés. Il a dit, moi, je tétanise au niveau des muscles. Et moi, je les ai vus partir, je voulais les suivre. J'ai pas pu les suivre. Et j'ai l'impression que depuis le début de saison, Anthony Turgis, il lui manque toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc où tu te dis, il est encore distancé. C'est vrai que depuis le début de saison, on ne l'a pas vu aux avant-postes, alors que l'année dernière, les années précédentes, c'était l'un des coureurs les plus réguliers sur les classiques. Là, cette année, il n'y a pas eu de top 10 sur les classiques. Avec en plus un Peter Sagan qui n'est plus au top de sa forme, avec un Dries Van Gestel qui n'est pas non plus exceptionnel, Total traverse quand même un petit peu ces classiques de manière transparente, et c'est un petit peu comme AG2R, c'était pourtant devenu presque un gros objectif, les classiques du mois de mars, du mois d'avril, pour cette formation. C'est dommageable de passer à côté, de ne pas réussir à obtenir de bons résultats sur ces courses-là.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, Turgis, il pouvait avoir sa carte, mais il fallait qu'il ait les jambes. Et bon, bah, les jambes, ça se commande pas. Aujourd'hui, c'était, voilà, il n'avait pas les bonnes cuisses aujourd'hui pour obtenir des résultats. J'espère que ça va pas un petit peu se reproduire. Alors peut-être également du côté d'Anthony Turgis, on a décidé de décaler son pic de forme pour un peu plus tard. Mais quand on n'est pas un minimum performant sur gants, quand même compliqué d'être au top de sa forme une semaine après au Tour des Flandres ou d'être flamboyant sur Paris-Roubaix. Donc c'est en plus là-dessus où c'est inquiétant parce que sur les deux grands rendez-vous peut-être d'Anthony Turgis, bah pas sûr qu'il soit là, hein. Peut-être qu'il va passer à côté parce que c'est vrai qu'en ce moment, eh ben, physiquement, c'est pas le meilleur coureur du plateau. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Prochaine course belge à travers la Flandre, ça sera mercredi, donc on fera le débrief mercredi soir. D'ici là, eh bien, il y a de la moto également sur la chaîne, et puis il y a le Tour de Catalogne. Allez, ciao ciao!